Si je vous dis fin du monde, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Certainement à une accumulation de catastrophes naturelles telles que les pluies de météorites, les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les orages violents, les explosions un petit peu partout, les albums de reprise de Jean-Jacques Goldman, Star Wars racheté par Disney, etc., etc. La fin du monde a marqué les arts en général et notamment le cinéma, où il suffit de voir chez nos amis américains le nombre de catastrophes qui leur tombent dessus pour s'apercevoir qu'ils sont assez friands de ce thème 1000 fois rabattu et pourtant porteurs d'images spectaculaires. Le spectaculaire, c'est le propre de ce genre de film catastrophe où toutes les manières de voir la fin du monde sont explorées. Qu'il s'agisse de l'impact d'une grosse pierre de l'espace comme dans Deep Impact ou Armageddon, d'une nouvelle ère glaciaire comme dans Le Jour d'après, de la Terre victime d'une éruption solaire comme dans Prédiction, ou encore de l'inévitable invasion extraterrestre de la guerre des mondes. Mais il y a un film qui a réussi à concentrer un grand nombre de catastrophes naturelles en 2h30 pour proposer une fin du monde totale et plus spectaculaire que jamais, sans se soucier de la qualité du scénario. Ce film, c'est bien sûr 2012, sorti en 2009 de l'allemand Roland Emmerich, à qui on devait déjà les impressionnants Independence Day avec Will Smith et Jeff Goldblum, et Le Jour d'après. Ce film se base sur la fameuse prophétie Maya qui, selon leur calendrier, prévoit la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Alors, faut-il croire ces prévisions apocalyptiques d'une civilisation quasiment éteinte, sachant qu'on attend toujours la fin du monde du passage de l'an 2000? Honnêtement, c'est un autre débat. Toujours est-il que le thème intéresse fortement Roland Emmerich qui lance en 2008 un tournage au budget colossal puisque pas moins de 200 millions de dollars sont investis dans le projet. Le film sort un an plus tard, le 11 novembre en France et le 13 novembre aux États-Unis, et la bande-annonce laisse penser que 2012 sera une bombe visuelle, tant les effets spéciaux sont bluffants et que certaines scènes sont déjà vouées à devenir cultes dans le genre catastrophe. Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. 2012 est très bon au niveau des effets spéciaux. Cependant, certains trouveraient certainement des choses à redire, mais globalement, les scènes de catastrophe sont plutôt réussies et la fin du monde bien rendue. Mais comme le malheureux Avatar de James Cameron, Roland Emmerich n'a pas su donner à cette fin du monde un scénario solide, ce qui laisse penser que les effets spéciaux sont uniquement là pour compenser son absence, comme pour faire diversion auprès du spectateur. Certes, on n'allait pas non plus demander à une fin du monde d'avoir une histoire fantastique avec un héros qui se sortirait de toutes les catastrophes alors qu'à la base il n'a absolument rien d'extraordinaire. Attends une seconde. Et oui, c'est le principal défaut du scénario. John Cusack, acteur rare mais efficace, joue le rôle d'un romancier divorcé qui est obligé de travailler comme chauffeur pour un riche russe méprisant, et méprisable aussi. Il voit ses enfants seulement en week-end et apprend par un radiopirate légèrement timbré que le gouvernement est au courant que la fin du monde approche et a donc pris des mesures dans la plus grande discrétion. Et bien sûr, au moment où ça pète, il a la bonne idée de venir chercher son ex-femme, ses gosses et le beau-père qui doit encore servir un petit peu à l'intrigue pour échapper à la destruction de la ville. Et à partir de là, Roland Emmerich se fait plaisir. Tout s'écroule, les gens meurent, tous les métros volent, mais vraiment tout le monde y passe, à part Cusack et sa bande qui, quand même, arrivent à passer au travers d'un immeuble avec une limousine et arrivent à faire décoller un petit avion, alors que Gordon, le beau-père joué par Thomas McCarthy, n'a fait qu'une leçon d'aviation. Une leçon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une leçon d'aviation. On ne fait pas décoller un avion avec une leçon. Moins que je me trompe. Non, mais je sais pas. Vous trouvez ça incohérent? Alors autant vous habiller tout de suite, parce que tout le film est rempli d'incohérences de ce genre, plus énormes les unes que les autres. Bref, nos héros retrouvent donc le vilain patron russe et sa famille, et tout ce petit monde part pour l'Himalaya, où le gouvernement américain a fait construire depuis 3 ans dans le plus grand secret des énormes arches de Noé, afin d'accueillir des survivants, qui bien sûr payent au prix fort leur place. 2012 souffre en fait d'une abondance de situations invraisemblables qui, conjuguées avec des clichés qui viennent aggraver la faiblesse du scénario, ne peuvent pas donner quelque chose de bon. On retrouve tous les personnages stéréotypes mêlés à la fin du monde. Le gentil scientifique qui veut sauver tout le monde et qui aime la fille du président. Le gentil président joué par Danny Glover qu'on entend presque dire sa réplique de l'arme fatale. I'm too old for this shit. Le type complètement banal qui devient un héros parce qu'il arrive à survivre à un nombre incalculable de fois à la mort. Son ex-femme qui l'aime encore, son fils aîné qui le déteste, cette petite fille innocente, le taré qui voyait venir la fin du monde à 3 km, le méchant conseiller qui se fout royalement de savoir ce que les gens vont devenir, le vilain russe qui devient gentil, les gosses insupportables qui finalement ont bon fond,
femme cruche qui n'en est pas une, et son assistant beau gosse qui sauve tout le monde avant de mourir bêtement. À force d'autant de clichés et de situations invraisemblables, le cerveau humain aurait tendance à deux possibilités. Arrêter le film ou se mettre en veille. Et bien finalement, une fois qu'on a accepté que 2012 était un film où il n'y avait aucune vraisemblance et aucune originalité sur ses personnages, ça passe beaucoup mieux. Le plus surprenant dans ce film est le nombre de morts de personnages secondaires. C'est affolant. Tous y passent. Le gentil indien et sa famille, le russe, sa femme qui se noie alors que le chien survit. Le beau-père, il meurt, tout le monde s'en fout. À ce stade-là, ça en devient malsain. Cela dit, il est important de ne pas oublier que 2012 est à la base un divertissement, tout ce qui est plus basique, et qui n'a pas pour prétention de faire réfléchir son spectateur. On retrouve néanmoins dans 2012 des valeurs plutôt intéressantes, comme la fraternité, l'entraide et l'humanité qui se perd quelque part puisque tout le monde se bat pour survivre, chacun pour soi. Mais le message à retenir de 2012, bien que très classique, est quand même assez intéressant, puisqu'il s'agit de l'égalité face aux catastrophes naturelles. En effet, si le monde s'écroule demain, on sera tous au même niveau. Il n'y aura plus de hiérarchie sociale et à ce moment-là, ce sera chacun pour sa bonne. On retrouve même une vague critique de la loi de l'argent, puisque chaque place dans une des arches est payante. Même les dernières minutes du film ne relèvent pas le niveau. Après avoir manqué de percuter le mont Everest, c'est vous dire à quel point on peut aller loin dans le grand n'importe quoi, nos héros voguent fièrement sur l'océan, avant de découvrir que le berceau de la vie, le continent africain, a émergé des eaux, et ça sans changer de forme. Oui, les plaques tectoniques ont bougé. Oui, la croûte terrestre s'est modifiée et tout s'est écroulé. Mais l'Afrique, nada. Même forme. Tout est normal. Ce continent est juste incassable. Et c'est sur cette image forte que le film se termine, laissant au spectateur une désagréable impression d'avoir perdu son temps. Mais bon, après 2 longues heures et demie, on n'est plus à ça près. Pour rester objectif malgré tout, il faut accorder à 2012 ces impressionnantes scènes de destruction massive, mais qui malheureusement ne compensent pas les faiblesses d'un scénario classique et ultra prévisible. Tout n'est cependant pas à jeter. La musique de Harald Kloser est très belle et accompagne parfaitement les images, et certaines valent le détour, comme cette scène dans la chapelle Sixtine, où une fissure passe entre le doigt de Dieu et le doigt d'Adam sur la célèbre peinture de Michel-Ange. Pour résumer, 2012 a une bonne réalisation, une excellente BO, quelques moments assez intéressants, mais un scénario qui sonne creux et qui aurait mérité un petit peu plus de consistance pour que l'ensemble soit beaucoup plus prenant. Le film reste un très bon film catastrophe, bien qu'un petit peu trop long, et il ne manquera pas de plaire à ceux qui aiment bien les invraisemblances des fins du monde américaines, et ceux qui, comme le dit si bien Alfred dans The Dark Knight, ne rêvent que de voir le monde brûler. It rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella